Bien. Donc, la révolution néolithique, c'est probablement le changement le plus radical de l'histoire de l'humanité. Et comme Alain Testard l'a dit, plus de 99% de l'histoire humaine s'est passée dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs. On considère que les premières formes humaines actuellement ont entre 7 et 8 millions d'années. Et comme vous l'avez vu, l'agriculture, ça a au maximum 10 000 ans. Donc c'est pratiquement rien. Ça n'apparaît que dans quelques régions du monde, de manière indépendante. Il y a 6 ou 7 foyers identifiés actuellement d'agriculture et d'élevage. On commence à connaître pas mal les données archéologiques dans beaucoup de régions au fur et à mesure justement de l'industrialisation. Donc il y a encore quelques doutes pour l'Afrique, qui est le continent le moins bien connu, mais en gros ça ressemble à ça, avec des espèces différentes suivant les régions, ce qui indique donc que ce n'est pas un phénomène de diffusion à partir d'un point unique. En général, l'agriculture a débouché ensuite sur des sociétés de plus en plus nombreuses quand il y avait une plante particulière qui permettait de nourrir massivement la population, donc les blés et orge, riz ou bien maïs. Une des différences, c'est les Amériques, où la domestication des animaux a joué un rôle secondaire, essentiellement avec les lamas, alors que dans d'autres régions du monde, la domestication animale a joué un rôle très important, beaucoup plus important à la fois d'un point de vue alimentaire et du point de vue de la traction animale en particulier. Cela dit, comme Alain Testard l'a dit, le premier animal domestiqué l'a été par des chasseurs-cueilleurs, c'est le chien. Il n'a pas été, sauf exception, domestiqué pour des raisons alimentaires, mais c'est une espèce d'aide, donc domestiqué à partir du loup, de services mutuels que se sont rendus loups et hommes. Donc c'est quelque chose qui repose sur l'apprivoisement et pas sur un contrôle brutal, comme ça va être le cas d'un certain nombre d'ongulés comme le mouton, chèvre, bœuf ou le porc. Donc une série de questions concernant l'apparition du néolithique, pourquoi là, pourquoi maintenant, et pourquoi d'autres sont restés chasseurs-cueilleurs comme on l'a vu. Il faut distinguer 3 formes de néolithique. Le néolithique par invention, c'est ce qu'on vient de voir. Le néolithique qui, à partir du moment où il y a invention, va se diffuser donc par colonisation. C'est l'essentiel du processus, sachant que ça va donner effectivement un boom démographique. Au lieu d'avoir un enfant tous les 3 ans, une femme va avoir un enfant pratiquement tous les ans, même si il va y avoir 50% de mortalité infantile, sans compter les mortalités en couche, qui était également très importante. Et puis un certain nombre de cas de néolithique par adoption, emprunt de populations qui étaient en contact avec des populations d'agriculteurs. Alors ce qui est frappant, c'est que les foyers, les 6 ou 7 foyers que vous avez vus, se passent tous à peu près en même temps, entre moins 10 000 et moins 5 000 à peu près. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois où on a la coïncidence entre un interglaciaire, il faisait froid depuis moins 115 000 avant notre ère, et depuis moins 10 000, le climat s'est provisoirement réchauffé pour encore 2-3 000 ans probablement. C'est le problème d'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Et en même temps, c'est la première fois qu'il y a l'espèce humaine actuellement la plus complexe, qui est l'actuel Homo sapiens, qui apparaît vers moins 100 000 ans, moins 150 000 ans en Afrique du Nord-Est, et qui ensuite va se diffuser sur l'ensemble de la planète en se mélangeant avec les espèces qui étaient là précédemment, comme Néandertal en Europe.
Donc c'est ce premier interglaciaire, et c'est effectivement une tendance, à chaque fois qu'on peut, on se sédentarise. Et là où on constate que des chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés, c'est dans la plupart des cas lié à la disponibilité de ressources aquatiques, c'est-à-dire poissons, coquillages, mammifères marins, comme on a effectivement sur les exemples que Alain vient de montrer en Californie ou sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, ou comme on l'abordera très brièvement au Japon. Quand on peut se sédentariser, on se sédentarise effectivement. Et néanmoins, comme vous l'avez vu, et comme on va le revoir tout de suite, ce n'est pas apparu non plus partout. Donc il faut un certain nombre de conditions supplémentaires qui sont à la fois effectivement des conditions naturelles favorables. On ne peut pas inventer l'agriculture du maïs au pôle Nord, évidemment. Il faut avoir des espèces qui acceptent d'être domestiquées. Un certain nombre de grands mammifères ne l'ont pas été ou le sont actuellement, comme le bison ou l'élan, mais stockés simplement dans des fermes, sans plus. Mais en même temps, si vous êtes dans un milieu extrêmement favorable, eh bien, est-ce que c'est vraiment nécessaire, toujours selon la loi du moindre effort, de domestiquer? Si vous voyez passer des troupeaux de millions de bisons régulièrement à portée de flèches, pourquoi s'embêter à élever des bisons avec tout ce que ça suppose, alors qu'il y en a suffisamment? Donc c'est là où l'agriculture peut constituer un plus dans des zones qui sont intermédiaires entre le trop et le pas assez. Mais néanmoins, même avec ça, ça n'apparaît pas partout. Donc, on estime qu'il y a dû y avoir aussi, dans certains cas, des conditions culturelles et idéologiques, un certain type de rapport à la nature. Par exemple, on n'a pas domestiqué le chien partout. C'est un nouveau rapport. Au lieu de voir un loup passer, lui tirer dessus ou lui jeter des pierres, on va domestiquer des louveteaux. Donc, ça suppose effectivement à la fois, comme Alain l'a montré tout à l'heure, maîtriser le stockage, puisque si vous ramassez du blé, mais si vous n'êtes pas capable de stocker ce blé jusqu'à la prochaine semence, parce qu'il va pourrir, être mangé par les rongeurs, etc., vous n'allez pas pouvoir assurer ce processus. Et on imagine donc que ça s'est fait progressivement, apprivoisement d'un certain nombre d'animaux, d'une part, et collecte d'espèces végétales qui ont été favorisées aux dépens en éliminant les autres. Et on a progressivement, et c'est un processus qui a duré au minimum plusieurs siècles dans chaque région, progressivement cet apprivoisement également, ce contrôle progressif des espèces végétales, mais ce qui suppose dans tous les cas que on n'est plus immergé dans la nature. Un certain nombre de mythologies montrent que les chasseurs s'excusent presque de tuer des animaux et se vivent comme une espèce animale parmi d'autres, et c'est la thématique qu'on a pour les grottes paléolithiques, alors que là, vous allez avoir un clair rapport de domination avec le reste de la nature. Donc juste brièvement, les zones favorables, c'est notamment les zones à climat méditerranéen. Ici, c'est là où apparaît la plus ancienne agriculture connue actuellement. Et puis les zones très défavorables comme les déserts. Donc si vous comparez la carte précédente et celle-là, vous verrez que c'est seulement dans certaines zones écologiques, mais que symétriquement, ça n'apparaît pas dans d'autres régions où ça aurait pu apparaître. Alors je me concentrerai un peu plus sur le cas du Proche-Orient et de l'Europe parce que c'est le mieux connu archéologiquement, outre le fait que ça nous concerne plus directement ici.
donc apparaît entre moins 10 000 et moins 9 000 ici au Proche-Orient, ce qu'on appelle le croissant fertile, où on avait à l'état sauvage des céréales et le bœuf sauvage, mouton, chèvre et porc sauvage. Et puis, grâce à au boom démographique qui est permis, ça se répand également dans vers l'Afrique du Nord, l'Égypte d'abord, ce qui ne figure pas sur la carte, mais la Turquie, depuis la Turquie, le Caucase et l'Asie centrale, et sinon l'ensemble de l'Europe dans un mouvement progressif d'est en ouest avec absorption progressive des chasseurs-cueilleurs. Alors, je vous rappelle, si vous n'êtes pas familier avec les grandes chronologies de l'histoire humaine, puisque les programmes scolaires sont ainsi faits qu'on n'en parle qu'à l'école primaire, bizarrement. On ne traite pas du tout du paléolithique et du néolithique, ni au collège, ni au lycée. Donc on distingue le paléolithique, qui est l'époque des chasseurs-cueilleurs, des origines de l'homme jusqu'en Europe vers moins 10 000, avec une période de transition dit mésolithique, puis le néolithique, agriculture et élevage, donc en Europe entre moins 6 000 et moins 2 000, qui lui-même est subdivisé souvent néolithique, chalcolithique. Chalcolithique, c'est l'apparition du cuivre, calcos, et des premières différenciations sociales, et ensuite l'âge du bronze de 2000 à moins 800, et après l'âge du fer. Donc simplement rappel pour vous situer. Le terme de néolithique est inventé au 19e siècle. Lithique, c'est la pierre, néo, c'est ancien, paléo, néo, c'est nouveau, paléo, c'est ancien. On a parlé à un moment de âge de la pierre polie, parce qu'il s'agissait des haches qui servent à tailler les arbres pour fabriquer les maisons, avant de s'apercevoir que le fait le plus important était en réalité l'agriculture et l'élevage. Donc voilà cette zone originelle proche-orientale, avec représenté en grisé les différentes cultures successives avec l'extension progressive, mais des cultures à partir d'abord cette zone ici et ensuite le développement progressif, et ici en grisé les zones d'orge sauvage et de blé sauvage qui permettent au début une sédentarisation du Natoufien, dont a parlé à l'instant. Ils se sédentarisent dans des petites huttes rondes, mais ils ont sinon l'équipement normal de population de chasseurs-cueilleurs, mais avec certains objets qui permettent déjà le traitement des céréales qu'on va avoir couramment après au néolithique. En particulier les meules pour broyer le grain et les faucilles, donc des éléments en bois ou en bois d'animal dans lesquels on insère des lames de silex et qui vont servir à scier les céréales. Donc rapidement, à partir de ces maisons, ces huttes circulaires, les choses se développent, des maisons quadrangulaires qui permettent d'agrandir plus facilement la maisonnée, parce que la tangente de 2 cercles le permet moins que la tangente de 2 carrés. Et ce qui est important, puisque je faisais référence tout à l'heure au poids de l'idéologie, c'est que ces transformations se passent aussi dans un grand bouillonnement au niveau du rapport avec le surnaturel, des pratiques funéraires, des représentations humaines, donc de manière très, très intense. Donc il est clair que effectivement le néolithique se développe en même temps qu'il y a des changements très importants dans le monde symbolique, dans le monde des représentations. Un des exemples en Turquie, le site de Göbekli, qui se présente comme une série de structures circulaires avec des grandes dalles gravées d'animaux qui sont encore des animaux sauvages pour l'essentiel et des animaux masculins la plupart du temps. Donc une série de structures circulaires qui n'ont aucune fonction d'habitat, quelque part vers moins 9000, et dont on se représente à peu près l'éventuel, c'est l'une des hypothèses, mais donc un effort collectif très important, sans but alimentaire, sans utilité pratique directe, une récupération des crânes des morts sur lesquels on modèle des visages,
Les plus anciens masques connus au monde, vers moins 8000, c'est les plus anciens connus parce qu'ils ont eu l'amabilité de les faire en pierre, mais ils étaient probablement... il y en a eu certainement d'autres en bois, comme on peut voir dans n'importe quel musée ethnographique. Mais en tout cas, ça veut dire que très tôt, on a ces masques qui sont à taille humaine avec des trous de fixation et qui jouent toujours un rôle très important dans la plupart des civilisations. Et vers moins 8000, entre moins 8000 et moins 7000, on commence à avoir au Proche-Orient des agglomérations de plus en plus grandes. Et entre 7000 et 6000, il y a un effondrement de ces grandes agglomérations qui étaient parfois fortifiées, regroupaient plusieurs milliers de personnes. Et il y a des questions autour de cet effondrement. On attribue parfois des causes climatiques, parce que vers moins 6200, il y a une dégradation de 200 ans à peu près du climat. Mais il est probable aussi qu'il y a eu des raisons sociales et politiques, puisque ensuite les communautés néolithiques éclatent et c'est le moment où elles vont se diffuser tout autour. Et ensuite, dans des régions comme l'Europe, il y aura pendant longtemps plus jamais de grandes concentrations, mais on ne dépassera jamais des communautés humaines, des villages de 100 à 200 personnes systématiquement pendant plusieurs millénaires, jusqu'à ce qu'on vienne buter contre l'Atlantique. Donc on voit bien que les sociétés, quelquefois, font des choix et que là, le choix a été de plus jamais reproduire ces très grands groupements humains, du moins en Europe où il y a eu beaucoup plus d'espace. Au Proche-Orient, rapidement, cela va réapparaître comme je l'évoquerai. Donc après ces grandes concentrations, on a une période intermédiaire, le 6e millénaire, où on a de nouveau des petites statuettes, des petites maisons. En Turquie, où les choses se développent, on continue à avoir des faits de civilisation complexes, comme ici, site très célèbre de Çatalhöyük dans le sud-est de la Turquie. Et puis la colonisation néolithique vers l'ouest continue à s'étendre avec une absorption à chaque fois visiblement des populations de chasseurs-cueilleurs locaux, ce qu'on appelle le mésolithique, les descendants des chasseurs-cueilleurs du paléolithique, ceux qu'on fait par exemple la grotte de Lascaux, et qui vont progressivement être, au fur et à mesure de la vague d'avancée néolithique, être absorbés. Alors on a régulièrement, les archéologues ont essayé de prouver que le néolithique apparaissait tout seul chez eux à chaque fois, y compris en France par exemple. Et donc pour les archéologues grecs, c'était désagréable de penser que le néolithique venait de Turquie. Mais là, si on compare effectivement à droite des poteries décorées néolithiques trouvées en Turquie et à gauche trouvées en Grèce, on voit bien que c'est la même chose. Et sans rentrer dans la cuisine scientifique archéologique, ce mouvement progressif peut être suivi quasiment kilomètre par kilomètre du Proche-Orient vers l'Europe, justement à travers la culture matérielle, puisqu'on va retrouver les mêmes formes de maisons, les mêmes formes de poterie, les mêmes décors, et aussi dans le domaine idéologique, puisque à droite, vous avez des formes de statuettes du Proche-Orient et à gauche de Turquie. La même chose là pour ces espèces de tampons qui servaient à imprimer sans doute sur des tissus ou sur le corps, où la moitié vient de Grèce et l'autre moitié de Turquie, ou ces espèces de piercings en argile en bas qui se fixaient probablement au niveau de la lèvre, hein, ou de l'oreille. Alors je vous donne brièvement un exemple pour vous montrer ce qu'est un village néolithique en Europe. C'est une fouille à laquelle j'ai participé, faite par mon université pendant une vingtaine d'années dans le sud-ouest de la Bulgarie, à la frontière grecque, à Kovačevo,
Donc le site s'est établi là sur une légère pente, un piémont de montagne, à peu près 400 mètres d'altitude, sur une voie de passage vers le nord. Donc voilà le premier niveau d'habitation, avec les trous des poteaux de fondation de ces grandes maisons rectangulaires qui font jusqu'à entre 5 et 10 mètres de long. Voilà un tout petit peu plus près. Voilà les poteries, donc les plus anciennes poteries d'Europe, faites par les agriculteurs, mais je présenterai très rapidement des cas de poteries faits par des chasseurs-cueilleurs quand ils ont la possibilité de se sédentariser. Cuillères en os. Voilà justement ces exemples de petits tampons pour imprimer sur les tissus ou sur la peau, et donc, les mêmes des deux côtés de la mer Égée. Et puis l'essentiel des figurations qui sont à 80% des figurations féminines, donc qui ont donné lieu à toutes sortes d'hypothèses sur l'existence d'une grande déesse mère, d'un matriarcat primitif, etc. Donc j'ai pas le temps de m'étendre, mais cette idée d'une grande déesse mère, c'est un anachronisme, c'est la projection renversée d'une religion monothéiste, où nous avons un grand Dieu Père, mais en général, les religions des populations traditionnelles sont beaucoup plus complexes et en tout cas rarement monothéistes sous les formes que nous connaissons. Et par ailleurs, la figuration privilégiée de femmes n'est pas un indice de leur pouvoir politique. En général, c'est plutôt le contraire. Ce qu'on va représenter, c'est la femme comme objet sexuel. Et Alain Testard a d'ailleurs écrit récemment un papier tout à fait important là-dessus. Donc pour vous donner un exemple également de la cuisine archéologique, l'évolution sur ce site de Kovačevo, où il y a à peu près 3 mètres de couches successives, puisque le site a duré 800 ans, où on voit progressivement une évolution du décor des poteries, et cette évolution va permettre, par comparaison de site en site, de faire de grands systèmes chronologiques qui permettent de mettre l'histoire en ordre de manière plus fine encore que les méthodes physico-chimiques comme le carbone 14, mais l'ensemble se complétera. Donc les chasseurs-cueilleurs dont on parlait, il y en avait, certains sédentarisés, comme ici à Lepenskivir au bord du Danube, parce que le Danube apportait justement une alimentation très importante en poissons. Et c'est comme ça que certains archéologues serbes se représentent ces populations sédentaires sur les bords du Danube, mais qui vont être ensuite rapidement absorbées. Donc ça, c'était pour le Danube, au niveau de pas très loin de Belgrade. Et vous avez vu que vous avez un deuxième courant ici de colonisation. Donc le premier par les Balkans et l'Europe centrale, et le second va suivre les côtes de la Méditerranée. On les distingue parce que ceux d'Europe centrale peignent leur poterie, comme vous venez de le voir, et les autres font des décors d'impression d'ongles, de poinçons, de coquillages, et vont suivre la voie maritime. On a retrouvé une pirogue dans le nord de l'Italie qui faisait à peu près 11 mètres de long, et on a pu donc creuser dans un seul tronc d'arbre, et on a pu faire une expérimentation pour voir comment on pouvait se déplacer. On constate que dès cette époque, toutes les îles de la Méditerranée sont occupées par des gens du néolithique, donc la navigation est bien contrôlée. Donc on avance à partir de 5500, c'est l'Europe centrale globale qui va être colonisée jusqu'à l'Atlantique, et la France, comme vous voyez, est colonisée d'une part par le sud, d'autre part par le nord, et les gens vont se rencontrer aux alentours de 4800 dans le tiers médian de la France. Et à partir du moment où on arrive à l'Atlantique, on ne peut pas aller plus loin. À cette époque, quand on est vers 4800, 4500, il y a encore des chasseurs-cueilleurs dans le nord de l'Europe, et dans une grande partie de la Russie.
au sens fédération de Russie. Et puis, vous avez un néolithique originel dans les steppes que je vais vous montrer très brièvement, qui lui aussi est lié à l'exploitation des ressources aquatiques le long des grands fleuves, qui va subir l'influence par l'ouest et par le sud-est du néolithique proche-oriental, mais qui aura ses caractéristiques propres. Alors voilà le néolithique d'Europe centrale tel qu'il arrive dans le bassin parisien vers 5200-5000 avant notre ère, avec poterie particulière qu'on appelle rubanée parce qu'il y a des décors gravés dessus. Et voilà l'outillage de ces derniers chasseurs-cueilleurs qui sont, comme je vous l'ai dit, progressivement absorbés. Avec des débats actuels que je signale juste en passant, où on a des formes de poterie très particulières qu'on trouve sur certains sites néolithiques et où certains voient une poterie qui aurait pu éventuellement être fabriquée par des chasseurs-cueilleurs, mais sans preuve vraiment éclatante. Alors que pour la Scandinavie, on a la coexistence pendant plusieurs siècles du néolithique centre-européen, là, toutes les taches grises, et puis en rouge de chasseurs-cueilleurs qui sont sédentaires justement parce que dans un milieu favorable, là encore aquatique, qui ont domestiqué le chien, qui sont relativement bien adaptés dans une région où, dans un premier temps, les agriculteurs ne veulent pas aller, et puis qui néanmoins, au bout de quelques siècles, vont être absorbés. Donc, vous vous rappelez aussi que ce qu'on vient de voir, c'est une toute petite partie de l'immensité de l'Eurasie, que dans la Russie, comme je le dis, là, c'est une carte russe qui n'est pas très lisible, mais vous avez ici la Scandinavie en haut et la Méditerranée beaucoup plus bas. Et c'est des exemples de ces différents peuples néolithiques plus ou moins sédentarisés, mais toujours chasseurs-cueilleurs, exploitant les ressources aquatiques, une reconstitution, et possédant effectivement de la poterie, mais une poterie très différente, que vous voyez stylistiquement, de ce qu'on a pour le reste de l'Europe, et une certaine sédentarisation dans des constructions en dur. Et une exploitation du bois. Là, une partie de ce que vous voyez ici est en bois. Une bonne adaptation à leur milieu naturel, et ça jusque sur les bords de la Baltique, avec tout un univers symbolique tout à fait différent. Et si on va encore plus loin, on était ici, si on va jusqu'à l'autre bout de l'Eurasie, le cas qu'a signalé Alain tout à l'heure du Jomon, une des plus anciennes poteries au monde, vers moins 14 000, mais les Chinois maintenant en revendiquent des poteries vers 16 000, 17 000, donc des populations qui se sédentarisent, liées là encore aux ressources aquatiques, le long des côtes, des rivières et des estuaires, et avec des maisons longues, ici vers moins 5 000, et une agriculture quasiment inexistante, sauf justement, comme sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, l'exploitation massive des châtaignes et des glands. Donc je reviens de nouveau à l'Europe et aux alentours pour évoquer les dernières régions, et puisqu'on est parti du Proche-Orient, ici maintenant le Caucase, là, entre la mer Noire et l'Asie, et les steppes, la zone en vert clair, donc cette zone de steppe, c'est-à-dire semi-aride, on n'a pas de forêt, mais uniquement de la prairie. C'est l'équivalent de la prairie en Amérique du Nord, là où se développeront ensuite pour les steppes le grand nomadisme dont on parlait tout à l'heure. Et ces steppes donc, vont être un milieu favorable à certaines cultures, et au début ne sont pas tellement convoitées par les agriculteurs. Donc c'est là qu'on va voir apparaître, comme en Ukraine, donc la mer Noire est en bas à droite, dans l'ouest de l'Ukraine, des populations de chasseurs-cueilleurs sédentarisés, développant une poterie propre, et qui progressivement vont adopter
l'agriculture et l'élevage. Je vous montre quelques exemples de poterie, où là encore plutôt l'est de l'Ukraine, la mer Noire toujours en bas ici, toujours avec ce type très particulier de poterie. Il n'y a pas de domestication sur place parce que grâce à l'ADN, on peut montrer que les espèces domestiquées, porcs et bœufs, moutons, chèvres, sont toutes d'origine proche-orientale. Donc l'agriculture et l'élevage a été adopté progressivement au fil des siècles. Donc voilà un certain nombre d'exemples. Vous voyez que c'est très différent des types de poterie que vous avez vus par ailleurs. Ça, c'était les steppes et le Caucase par ailleurs. Donc entre le néolithique était là, puis il remonte aussi vers le nord, et la néolithisation de l'Ukraine dont on vient de parler a pu se faire aussi bien par l'ouest, c'est fait en même temps par l'ouest et par le sud via le Caucase. Donc voilà un site actuellement en cours de fouille en Géorgie, donc sur le versant sud du Caucase, avec des maisons circulaires d'inspiration proche-orientale en briques crues, avec des portes comme ça. Et vous voyez le détail là, de ces murs en briques crues, et qui quelquefois cuisent quand il y a des incendies. Donc on a ces formes de briques qui sont d'inspiration proche-orientale, et puis des poteries très peu peintes en général, qui sont les plus anciennes poteries de cette région, mais là encore d'inspiration proche-orientale, et une exploitation de l'obsidienne, donc cette roche volcanique noire qui est assez abondante dans la région. Et aux alentours, comme je vous l'ai dit, de 4500, l'Atlantique est atteint. Il y aura une colonisation marginale des îles britanniques. On essaiera de remonter le plus possible vers le nord au fil des siècles, mais on ne pourra pas aller plus loin jusqu'à Christophe Colomb. Donc à partir de ce moment-là, on a un espace clos dans lequel il va falloir vivre en faisant des gains de production, comme on dit actuellement, mais avec une population qui continue indéfiniment à croître. Alors là, on a deux trajectoires différentes. En Mésopotamie, on a ces cultures néolithiques traditionnelles vers moins 5000, ici la culture de Halaf, et les choses vont se compliquer progressivement. On va avoir à partir de petits bâtiments simples, on va avoir des constructions de plus en plus complexes à partir de 5000, 4000 jusque vers 3500, donc la culture dite de Obeid, vous voyez, avec des plans de construction de plus en plus complexes. Vers 3500, la culture de Uruk, où on voit émerger de véritables villes et surtout les premières écritures. Donc traditionnellement, on considère que tant qu'on n'a pas d'écriture, on est dans la préhistoire, et quand on a de l'écriture, on est dans l'histoire. Les choses sont beaucoup plus complexes parce que ces textes écrits, du moins quand on peut les déchiffrer, sont quand même très spécialisés. Ces textes économiques, politiques, religieux, mais ça ne nous renseigne pas grand-chose, nous dit pas grand-chose sur la vie sociale, économique normale et sur la vie quotidienne. Et ça, on ne peut l'avoir que par l'archéologie, et pour toutes les périodes jusqu'au Moyen-Âge inclus, voire plus loin. Et cette évolution donc de complexité sociale en Mésopotamie et en Égypte débouche entre 3500 et 3000 sur les premiers États et les premières villes. Pourquoi là et pas ailleurs? Parce que effectivement, vous êtes dans des espaces clos, entourés de mers, de déserts ou de montagnes. Donc les concentrations humaines croissantes vont être gérées par l'apparition de systèmes urbains et étatiques. En Europe, ça va commencer aussi, vers en Bulgarie, vers moins 4500, un personnage qui est enterré avec 1 kilo d'objets en or, à peu près, le plus ancien objet en or connu. Ou à l'autre bout du continent, sur les bords de l'Atlantique, on voit apparaître les premières tombes monumentales des personnages particuliers enterrés sous des grands tas de terre et de pierres, entourés de palissades et de fossés.
et qui vont donner naissance à ce qu'on appelle le mégalithisme, les dolmens, donc des grandes chambres funéraires recouvertes de tumulus en pierre, puisque là, ça fait à peu près une centaine de mètres de long, une quarantaine de mètres de large, et un certain nombre de chambres funéraires creusées à l'intérieur pour les personnages les plus importants, et avec toute une idéologie qui va aller avec de représentation de symboles de pouvoir, avec des lieux cérémoniels particuliers, donc faits de fossés et de palissades entourant des places, et fossés dans lesquels on va retrouver un certain nombre d'objets rituels, de statuettes, de vases écrasés sur place. Et peu à peu des sites de plus en plus défensifs, avec des fortifications en pierre, une série de fortifications supplémentaires. Alors ça ne veut pas dire que la guerre n'existait pas, la violence entre mâles humains a certainement été de toutes les époques, mais même si c'est plus difficile sur une blessure sur un squelette paléolithique de savoir si c'est un accident de chasse, une querelle domestique ou une guerre généralisée. Mais on a l'exemple chez les chasseurs-cueilleurs. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, là, ça se généralise vraiment. Les fortifications deviennent systématiques, et les massacres de masse aussi. Et toute cette deuxième période du néolithique, ce qu'on appelle quelquefois le chalcolithique, l'âge du cuivre, puisque le métal y est, va se caractériser justement par un certain nombre de constructions somptuaires, comme ici les temples de l'île de Malte, mais avec un fait qui est propre à l'Europe, c'est que ces moments de concentration de richesse et de manifestation ostentatoire alternent avec des moments d'effondrement où plus rien n'est archéologiquement visible, ou du moins on n'observe plus que des communautés relativement modestes. Donc il y a des moments, là, ici en Scandinavie, l'âge du bronze ancien et moyen est absolument particulièrement brillant, où l'époque de Mycène, enfin de la Crète puis de Mycène, qui sont les premières villes sur Mycène, sur le continent européen, comme ici, mais qui vont durer quelques siècles et qui après s'effondrent. Et les archéologues, très déçus de ne plus trouver d'or, de palais et de tablettes écrites, parlent ensuite d'âges sombres, de Dark Ages. Mais il est probable que ces âges n'étaient pas sombres pour tout le monde, parce que sinon le pays n'est pas déserté et dévasté. On a une économie rurale traditionnelle qui se continue, comme après l'effondrement des Mayas ou l'effondrement de la civilisation de l'Indus. De nouveau, par exemple, en Europe, après Mycène, il ne se passe plus grand-chose pendant quelques siècles, et puis on voit apparaître les premières et définitives villes sur les côtes, en Grèce et en Italie, et un peu en Espagne. Et dans l'intérieur du continent, là où émergent les Celtes, en Europe centrale et en France, Allemagne du Sud et France de l'Est, on voit de nouveau apparaître des phénomènes somptueux, avec célèbre tombe de Vix, par exemple, le plus grand vase, il fait 1,60 m, qui n'a jamais été fabriqué dans l'Antiquité, fait par les Grecs, mais pour les barbares du Nord. Et donc c'est le vase qui est représenté en haut à gauche dans la tombe de la princesse de Vix, et ce que les archéologues ont appelé des résidences princières, donc des cités fortes, celle-là en Bourgogne et celle-là en Bavière, qui vont durer 3-4 générations et qui s'effondrent entre moins 500 et moins 480. Donc cette continuité, cette oscillation continue en des périodes très concentrées de pouvoir apparent et des périodes d'effondrement va caractériser toute l'histoire de l'Europe. L'Empire romain, c'est pareil. Et on pourrait représenter comme ça, si vous voulez, que par une ligne ondulante. Si vous avez en ordonnée le niveau de complexité sociale, et on abscisse le temps ici, sans remonter au début du néolithique, si on part que de moins 2000 à plus 1000, eh bien vous avez des formes sociales parfois très complexes, comme les résidences princières qu'on vient de voir à l'instant, qui s'écroulent, des petites remontées, l'Empire romain qui a maximum
maximum et qui lui-même ensuite va s'écrouler, etc., etc. Donc ceci est propre plus à l'Europe et ça nous indique plusieurs choses, que probablement il y avait régulièrement des espèces de forces contraires, et on sait historiquement pour les périodes récentes que si un pouvoir devient trop autoritaire et trop oppressif, s'il n'y a vraiment plus rien à y gagner, il finit toujours à un moment ou un autre par s'effondrer, quelle que soit la manière dont il s'effondre. L'autre fait, c'est qu'effectivement en Europe, si ça devenait trop oppressif quelque part, on pouvait aller un peu plus loin, ce qui n'était pas le cas en Mésopotamie ou en Égypte. Donc pour que le pouvoir se concentre, il fallait en même temps pouvoir concentrer la population. Donc on a ces oscillations, mais qui finalement ne vont pas durer indéfiniment. Notre manière de représenter les choses, ici le temps va de haut en bas, et on avait le paléolithique, et les dernières civilisations paléolithiques de chasseurs-cueilleurs sont les Lapons, enfin les Sam, comme on dit maintenant, la colonisation néolithique qui débouche sur les premières sociétés hiérarchisées et qui vont elles-mêmes durer dans les points particuliers de l'Europe, comme chez les Vikings, vont durer jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au XIIe siècle. On a un mode de vie de type chalcolithique, entre guillemets. Et puis là, ces phénomènes oscillatoires que vous allez avec le développement de la Crète, de Mycène, de l'Empire romain, de l'Empire byzantin qui va disparaître à son tour, de l'Empire ottoman également. Et on pourrait évidemment regarder pour les périodes plus récentes que vous connaissez très bien. Alors, juste une dernière chose en conclusion, est-ce que c'était une bonne idée le néolithique? Et quand avec Roland Cher, on avait organisé il y a 3 ans un colloque ici qui a été publié, vous avez publication sur la table, hein. On s'était demandé si on n'allait pas l'appeler fallait-il inventer l'agriculture, par exemple. On a eu peur de se fâcher avec nos amis des syndicats paysans. Donc on ne l'a pas fait, et aussi parce que d'une certaine manière la question est absurde puisque ça a eu lieu. Mais ce que ça montre, c'est que l'histoire ne va pas forcément vers un progrès continu dans la joie et le bonheur, puisque, comme on l'a vu, c'est un accroissement qui est actuellement incontrôlé. Alors certains démographes optimistes disent on ne dépassera pas le 7 milliards parce qu'après, il y aura cet effet de contrôle des naissances qu'on voit dans les sociétés les plus développées. Il y a l'accroissement du temps de travail dont a parlé Alain tout à l'heure. On travaille beaucoup plus. Alors certes, on a Internet, la télévision, des vidéoprojecteurs. Mais tout est relatif. Et Marshall Salins, dans son livre Âge de pierre, âge d'abondance, disait que l'abondance, c'est relatif. On peut imaginer sans peine, grâce à la science-fiction, que notre mode de vie paraîtra misérable dans 3000 ans, si l'espèce humaine existe toujours. De même que on sait que le mode de vie à la cour de Versailles nous paraîtrait maintenant misérable, sans eau courante, finalement sans pas grand-chose. Donc c'est toujours, cette notion d'abondance est relative, c'est le rapport coût-profit. Or, le rapport coût-profit est bien meilleur chez les chasseurs-cueilleurs qui ont beaucoup de temps pour penser, réfléchir, construire des mythologies, se promener, dormir, s'aimer, etc., que nous, qui finalement, dont l'économie repose sur l'agriculture, même si la pêche est en partie encore de type paléolithique, hein, la pêche en mer du moins. Donc il y a ce fait-là. Par ailleurs, il y a effectivement l'accroissement, même s'il y a toujours eu des violences dans toutes les sociétés humaines, il y a quand même un niveau de violence interne et externe qui est relativement important. Et aussi la propagation des épidémies qui est beaucoup plus facile dans des grandes concentrations humaines globalisées que dans des sociétés, des petites sociétés relativement isolées les unes des autres. Donc, dernière réflexion, effectivement, c'est cette idée que l'histoire n'est pas linéaire et qu'elle ne va pas forcément vers toujours un grand bonheur, mais symétriquement, le fait que régulièrement, il y a des mécanismes de contrôle qui font revenir à
solutions sociales qui sont moins oppressantes. C'était l'hypothèse d'un anthropologue français, Pierre Clastres, qui, se fondant au moins, même s'il a été très contesté chez les anthropologues, montrait que dans un certain nombre de sociétés, il y a des mécanismes constants pour empêcher qu'il y ait trop de concentration, que l'homme important, pour prouver qu'il est important, doit sans arrêt redistribuer. Le grand guerrier, pour prouver qu'il est grand guerrier, doit remettre sans arrêt son titre en jeu jusqu'à ce qu'il soit éliminé biologiquement, etc., etc. Donc voilà, juste pour réviser, vous avez toute une série de livres sur la table, et c'est les deux, celui de gauche et du milieu a été fait en collaboration avec la Cité des Sciences. Je vous remercie. Merci Jean-Paul. Là aussi, exercice, si vous le souhaitez, d'éclaircissement, de questions ou de contribution à la discussion. Alors, le micro est là. Qui souhaite la parole? Isabelle. Je ne sais pas si on m'entend. Je voudrais vous poser une question qui ne touche pas, je m'excuse, spécifiquement au néolithique, mais qui remonte plus haut à ce que vous avez appelé un petit peu l'origine de l'apparition de l'espèce humaine, donc 7-8 millions d'années, si je me souviens bien. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que ça a un sens pour un archéologue comme vous, la question de l'origine des sociétés? Est-ce que ça a un sens de se poser la question de l'avant-socialité des hommes, c'est-à-dire un moment où l'homme aurait vécu non socialisé, seul peut-être, ou par minuscule groupe, un peu à la manière des animaux? Pour ça, c'est vrai que l'information archéologique n'est pas très nombreuse, parce que l'ensemble des vestiges humains qu'on ait entre 8 millions d'années, Toumaï, 7-8 millions d'années, et puis l'apparition de l'homme de Néandertal, ça tiendrait dans une petite valise, si vous voulez. Donc l'information est réduite. C'est pour ça que quelquefois on se fonde sur l'éthologie des primates pour voir comment fonctionnent les sociétés de primates, et essayer. Ça donne des idées. Ça, c'est pas une preuve. De même qu'on fait souvent en archéologie de l'ethno-archéologie, en allant où des archéologues vont dans des populations traditionnelles regarder comment ça fonctionne et si les hypothèses qu'on peut faire sur le néolithique ou les périodes plus récentes peuvent être validées ou non. Si elles sont validées, ça ne prouve pas qu'elles sont vraies, mais si elles sont invalidées, ça prouve qu'il y a des contre-exemples. Donc là, on peut faire la même chose pour l'éthologie. Donc il n'y a jamais eu d'hommes seuls, si vous voulez. Il y a eu des bandes de primates, dont certaines bandes de primates ont évolué vers les formes humaines actuelles. Donc ce qu'on sait des sociétés de primates, par exemple, ont évolué aussi en fonction de notre regard. Tant que c'était uniquement des mâles humains qui les observaient, ça a beaucoup été centré autour du mâle dominant, du contrôle de l'accès aux femelles, etc. Quand il y a eu aussi des éthologues femmes, comme Shirley Strum, par exemple, qui a travaillé sur les babouins, elle a mis en évidence que les alliances entre femelles étaient aussi structurantes pour le fonctionnement social que les rodomontades de certains mâles. Et puis on a eu des analyses d'ADN également qui ont montré que les bébés singes ne sont pas plus les enfants des mâles dominants que de n'importe quel autre mâle. Ce qui voulait dire que les femelles singes copulaient un peu comme elles le voulaient et que ces naissances étaient relativement aléatoires. Donc ça donne certaines manières dont on pourrait se représenter les premières sociétés humaines, qui étaient de toute façon des groupes de quelques personnes, quelques dizaines de personnes, mais pour l'humanité la plus ancienne. Donc je ne pense pas qu'il y ait une origine continue. Le premier primate
Le plus ancien, il s'appelait Purgatorius. C'était une sorte de souris qui vivait il y a 60 millions d'années dans les montagnes du Purgatoire, maintenant dans les montagnes rocheuses. On en descend directement. Si vous le regardez, vous vous dites qu'il y a eu 60 millions de copulations qui ont donné lieu à vous maintenant. Et il n'y a jamais eu d'interruption. Donc, par rapport à votre question, il n'y a jamais ni d'origine ni de fin, mais il y a une chaîne continue d'évolution biologique. Moi, je voudrais vous poser une question aussi. Là, vous avez évoqué le fait que, en référence aux thèses de Marshall Chalin sur l'âge de la pierre, l'âge de l'abondance, sur le fait qu'au fond, la révolution néolithique n'a pas forcément été un cadeau. On a tendance à la voir comme une étape fondatrice du processus de progrès, puisque invention de nouvelles techniques agricoles, élevage, etc. Est-ce que, par ailleurs, vous ne pensez pas que les mythes d'âge d'or ou le récit de la jeunesse, par exemple, justement, ne gardent pas une espèce de trace d'une autre lecture de la révolution néolithique qui consiste à dire il y a eu une époque où la nature était généreuse, où on ne travaillait pas, où il suffisait de se pencher pour ramasser les ressources. Et puis, il y a eu une chute. Il y a une chute au terme de laquelle les hommes ont été contraints de travailler. Et puis, comme on sait, dans la Genèse, c'est Caïn et Abel, c'est-à-dire l'agriculteur et l'éleveur, qui sont les premiers enfants de la chute. Oui, bien sûr, parce qu'il y a les deux choses. Il y a l'idée il y a l'idée même dans la plupart des religions qu'il y a une espèce de progrès continu, qu'il y a un dieu ou un héros civilisateur qui a apporté l'agriculture et l'élevage. Mais en même temps, symétriquement, comme on constate que l'agriculture et l'élevage, c'est quand même extrêmement pénible et que par rapport aux chasseurs-cueilleurs, on travaille tout le temps, il y a cette idée de la chute et qui a été conservée d'ailleurs inconsciemment dans la plupart des scénarios sur l'hominisation, puisque le célèbre scénario d'Yves Coppens qu'il appelait East Side Story, où les singes de l'Est de l'Afrique auraient été affrontés à une période de sécheresse pour des raisons géologiques et donc auraient été contraints à s'adapter, alors que ceux de l'Ouest étaient toujours dans les forêts et pouvaient continuer à manger des bananes sans problème, et que ceux de l'Est, se retrouvant dans une savane sans bananes, ont été obligés de se redresser pour voir arriver le tigre à dents de sabre et de manger un peu ce qu'il y avait, et c'est ça qui les aurait rendus de plus en plus intelligents. Donc ce scénario de la chute, il continue un peu dans les représentations scientifiques. Alors je pense que c'est effectivement c'est un effet des systèmes religieux récents, mais qu'on trouve dans un certain nombre de mythologies, qui est l'idée d'un âge d'or primordial, puisqu'on constate que la vie est pas si bonne, et un certain nombre de systèmes religieux, mais en général les monothéismes, vont dire oui, c'est pas drôle maintenant, mais une fois qu'on sera mort, ça sera drôlement bien, et une infinité de félicités nous attend. Donc ces systèmes, en général, les systèmes religieux sont toujours liés, indissolublement liés au pouvoir, et servent à tenir l'ordre social en place. Donc il y a à la fois nostalgie. Effectivement, la vie est dure, elle était mieux avant, mais c'est aussi de notre faute, c'est le péché originel. Et puis, mais si on est sage, après la mort, eh bien, ça ira mieux. Voilà, c'est des constructions qui, à mon sens, servent à faire tenir l'ordre social en place. Parce que si on disait la vie est dure maintenant et ça sera jamais mieux, finalement, pourquoi supporter ? Autre question. Ici. Tout de suite, oui, là-dessus. J'ai une question sur le tableau que vous avez fait figurer à plusieurs reprises vers la fin de votre exposé. Tableau dont on voyait donc en abscisse la temporalité, en ordonnée, ce que vous avez appelé, si je comprends bien, les différenciations sociales. Enfin voilà, ce tableau-là. Ce tableau-là, il a évidemment un intérêt, mais il a aussi un inconvénient. C'est de hiérarchiser précisément le progrès.
à partir d'un critère qui finalement était en filigrane et pas tellement explicite dans votre exposé, c'est-à-dire le critère politique, le critère de l'organisation politique. Donc vous avez plutôt vous parlé, si j'ai bien écouté, de ce qu'on pourrait appeler des cultures. Et finalement, la dimension proprement sociale ou sociopolitique apparaissait moins. Donc la question, c'est est-ce que finalement vous considérez qu'on a là, dans l'ordonnée, une sorte de progrès, disons, abstrait, à partir duquel on peut mesurer, effectivement, comme vous le disiez, des évolutions qui ne sont pas du tout linéaires? Ou est-ce que, puisque vous l'avez évoqué en fin d'exposé, si on reprend en compte les thèses de Pierre Clastres, est-ce qu'on n'est pas obligé de questionner frontalement cette idée que dans les sociétés, le progrès se mesurait entre autres, mais de manière importante, à justement cette spécialisation, cette structuration, cette hiérarchisation politique? Le tableau, il n'y a aucun jugement de valeur, c'est juste ce qu'on appelle... Oui, mais vous savez bien que dans un tableau, oui, bien sûr. Forcément, au moins implicitement, il y a des jugements de valeur. Il est descriptif par rapport à ce qu'on appelle souvent en archéologie la complexité sociale. C'est-à-dire que plus on monte, plus à la fois il y a de gens, et plus le système d'organisation sociale et politique est complexe, et plus, en général... pas toujours, mais en gros, les inégalités, les différences sociales, les inégalités sociales qu'on peut en archéologie voir dans le matériel funéraire, la plupart du temps, plus ces inégalités sont grandes. Donc ça mesure, c'est pas un indice du bonheur humain, puisque justement les bistrots, ça a été, alors que ça l'était avant, pendant toute la période coloniale, les bistrots, ça a été un des premiers à dire très explicitement qu'on pouvait avoir des sociétés technologiquement très simples, mais à la fois très complexes sur le plan spirituel et pas forcément plus malheureuses. Donc là, c'est juste un degré de complexité. Et par rapport à Pierre Clastres, dont vous parlez, de même que le néolithique lui-même, son apparition est une sorte de mayonnaise subtile avec plusieurs éléments qui doivent se combiner et qui expliquent que ça ne s'est pas produit partout, eh bien, on peut expliquer assez facilement les moments de montée parce qu'on produit de plus en plus, etc., et on concentre. Mais les moments de descente, leur explication est certainement aussi complexe avec plusieurs facteurs. Alors, il peut y avoir des facteurs climatiques, environnementaux, etc. Mais il y a très probablement, tout comme moi c'est mon hypothèse, des phénomènes de résistance sociale pour lesquels le modèle de Pierre Clastres pourrait, dans ce cas-là, fonctionner. Et si on prolonge, et si on prend l'histoire récente des 2 ou 3 derniers siècles, où là on a des témoignages beaucoup plus précis, on peut montrer qu'effectivement ces phénomènes de résistance au pouvoir fonctionnent. Donc 3 choses, si vous voulez. Ici, ça mesure que la complexité d'organisation sociale et politique. Deuxièmement, ça n'a effectivement rien à voir avec le bonheur humain, comme on essaie parfois de le mesurer maintenant. Et troisièmement, ces oscillations s'expliquent, à mon sens, par des phénomènes de résistance. Quand on a des territoires très, très, très contraints, comme la Mésopotamie et l'Égypte, ben, il y a de toute façon pas d'exutoire. Quand on peut aller plus loin, comme ça a été le cas de Mycène, de la civilisation de l'Indus, des Mayas, etc., les choses s'effondrent et vous avez des âges sombres. Bon, le livre très connu de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement, Collapse en américain, a recensé à chaque fois les différents facteurs. Il en a fait 5 catégories qui expliquent ces phénomènes d'effondrement. Quelqu'un... Alors, je vais poser une autre question. Plutôt à Alain Testard, mais peut-être aussi à Jean-Paul Demoule. Donc, la question de la domestication. Moi, j'ai lu que dans de nombreuses sociétés... Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est généralisé, mais dans plusieurs sociétés de chasseurs-cueilleurs, en dehors du cas du chien, il y avait des processus d'apprivoisement de petits animaux... accueillis dans les groupes sociaux très tôt, nourris, élevés, soignés, et que ces apprivoisements avaient pour signification une espèce de reconnaissance à l'égard
du peuple d'animaux qui servaient de proie, qui servaient en tout cas de ressources alimentaires pour les groupes. Est-ce que c'est une espèce de pré-domestication? C'était décrit pour l'Amazonie, par exemple, par Descola, qui a travaillé chez les hachoirs, enfin ce qu'on appelle les givaros, où effectivement il y a des phénomènes éthologiques. C'est qu'il y a certains animaux, c'est au tout début de la vie, il y a des tranches où on peut pratiquer cette espèce d'apprivoisement qui fait qu'on va pouvoir avoir des petits animaux comme ça qui vivent autour. Et une des hypothèses qui avait été faite dans les années 70 sur la domestication du mouton au Proche-Orient, c'est que ça avait été les petites filles qui avaient apprivoisé des bébés moutons, parce que les mâles, eux, quand ils voyaient un mouton, ils tiraient à coups de flèche, alors que les petites filles sont plus gentilles, comme on sait. Et puis aux États-Unis, la première phrase enregistrée de l'histoire du monde, c'est Mary has a little lamb, et partout où elle va, son mouton la suit. Donc il y a un certain nombre de débats autour de ça. Et il y a aussi le sempiternel culte de l'ours en Sibérie et chez les Aïnous du Japon, où on capturait un ourson et on l'apprivoisait, on le nourrissait et ensuite on le sacrifiait solennellement, ce qui a donné lieu à des tas de théories sur le sacrifice et la religion comme aux sources du néolithique, qui commence dans les années 1880 avec l'allemand Otto Hahn et qu'on retrouve chez René Girard, par exemple, un siècle plus tard. Mais Alain, c'est certainement beaucoup plus que moi chez les chasseurs-cueilleurs. Merci. Alors, je pense que le premier problème qu'on n'a pas abordé par rapport à cette question de domestication, c'est que Jean-Paul et moi, on a fait comme si on savait bien ce que c'était que la domestication. Bon, vous différenciez un chat d'un lynx. Mais ce n'est pas le cas. Alors surtout quand on parle des espèces anciennes, dans ce qui s'est passé au Proche-Orient, on a des modifications génétiques du blé sauvage. À partir du moment où vous avez des modifications génétiques induites par la sélection, les biologistes nous disent « cette espèce est domestiquée ». Mais si vous ne pratiquez pas de sélection, le biologiste ne peut pas voir si l'espèce est domestiquée d'après des indices discrets ou d'après les os. Alors nous autres ethnologues, en Nouvelle-Guinée, nous disons, les gens de Nouvelle-Guinée, bon, ce sont des agriculteurs sans problème, ils ont la patate douce, ils ont des arbres, mais ils ont aussi le porc. Or, le porc n'est pas contrôlé par les néo-guinéens. On capture un porc et on le laisse aller retourner à l'état sauvage pour frayer, et après il revient et on le nourrit, les femmes le nourrissent au sein. Alors voilà quelque chose, on a quelque chose de très compliqué, parce que on a fait comme si c'était simple. C'est très compliqué. On a ce que disent les ethnologues des éleveurs et ce que vont dire les biologistes, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un biologiste va dire votre porc en Nouvelle-Guinée, il n'est pas domestiqué. Il n'est pas domestiqué au point de vue biologique. C'est-à-dire que l'impact de la culture humaine n'est pas suffisant pour que nous puissions parler d'espèce domestique, qui est différente de l'espèce sauvage. Bon, par exemple, le bœuf, les bovins actuels, c'est pas le roc, je ne me souviens plus le nom, mais c'est pas la même espèce. Bon. Alors c'est un énorme problème, parce qu'on parlait des animaux apprivoisés. Bon, alors c'est le cas du porc en Nouvelle-Guinée, c'est le cas du chien. On a parlé, bon, alors les premiers animaux domestiqués, c'est les chiens. Alors maintenant, on a une date assez ancienne, je pense, pour le magdalénien, qui remonte à 10 000 ou même avant. Alors ce sont des controverses sur un type d'ossement qui est incompatible avec le loup, mais ça peut être qu'un chien domestiqué. Mais le chien qui est en Australie, qui est le dingo, les aborigènes australiens ne contrôlent pas la reproduction du chien. Le chien, il n'y a aucune différence entre le chien qui est dans un campement, qui sert d'ailleurs absolument pas à la chasse. Hein. Le chien, ça sert, c'est un animal, c'est un pet animal. Bon, il donne de l'affection, de la chaleur. Il n'y a aucune différence avec le chien qui se reproduit. Donc quand on parle de domestication du chien, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. Donc c'est votre question, elle vient en plein là-dedans. Alors Jean-Paul évoquait le cas de l'ours
Alors c'est le cas de l'ours en Sibérie. C'est la Sibérie jusqu'au nord du Japon, à Hokkaido. Ce qui est très connu, c'est les Aïnous. Les Aïnous qui sont un peuple qui n'est pas asiatique, qui est avec une barbe, qui ressemble à des Blancs, c'est très connu. Alors ils capturent l'ours, ils l'élèvent, comme font les Nouveau-Guinéens. La femme le nourrit, on le met en cage, et puis à un moment on le tue. Il n'y a pas de... Est-ce que c'est domestiqué? Est-ce que c'est pas domestiqué? Vous voyez qu'on a toute une frontière, on a tout un intermédiaire ici qui est très difficile. Et là, tout à l'heure, quand je vous ai donné la définition des chasseurs-cueilleurs, j'étais très vite. Mais il aurait fallu définir exactement ce qu'on entend par domestication. J'ai dit, ils ne tirent leur subsistance que d'animaux pas domestiqués, mais ils ont ici des chiens. Ils peuvent avoir aussi des rennes qui ne mangent pas, mais pour le traîneau. Donc on a toute une région intermédiaire. C'est ça qui est très compliqué dans ce passage de la révolution néolithique. Moi j'aime beaucoup l'expression révolution néolithique qui a été créée par Gordon Childe, qui est un très très grand archéologue à mon avis. Mais ce dont on s'aperçoit de plus en plus, c'est qu'on a tout un continuum. Et on n'arrive pas à s'y retrouver dans ce continuum. C'est un peu ce dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'agriculture, il y a eu ces phénomènes de stockage. Et stockage et agriculture, c'est pas la même chose. On a des agricultures sans stockage. C'est le cas de l'Amazonie. Alors l'Amazonie, c'est une tubercule qui est le manioc. Le manioc se stocke en terre. On n'a pas besoin de stockage. Donc, vous voyez, sur tous les points, on a des zones de flou, et c'est dans ces zones de flou que les archéologues travaillent, et aussi les ethnologues travaillent, pour essayer de comprendre ce passage qui est très important. Là. Effectivement, au début, on est en moins 15 000, on n'a que des chasseurs-cueilleurs, qui ne sont même pas sédentaires, en 15 000, disons. Mettons 17 000, puisque les Chinois, maintenant, retrouvent de la poterie en 17 000. En 17 000, on n'a que des chasseurs-cueilleurs qui sont normaux, pas sédentaires, comme les aborigènes australiens. Et puis, vers moins 8 000, moins 10 000, en Chine, au Proche-Orient, avec le Natoufien, on a des choses bizarres. Hein. Et on retrouve ces choses bizarres aussi en ethnologie. Oui, parce qu'on a la vision sauvage domestique, à ma gauche la vache normande et à ma droite le tigre du Bengale. Mais en fait, on a toutes les formes intermédiaires. Par exemple, si vous prenez les abeilles, c'est elles qui acceptent de rentrer dans la boîte qu'on leur a fabriquée. Et simplement, l'apiculteur malin la fait plus grande que les besoins de l'abeille. Mais comme l'abeille ne sait faire que travailler, elle va remplir beaucoup plus de magasins à miel que ce dont la ruche a besoin. Et l'apiculteur récupère le miel. Donc c'est une sorte d'échange de bons procédés, comme ça a pu l'être pour la domestication du chien. Et si on regarde maintenant la sauvagerie, il y a pratiquement plus d'animaux sauvages, puisque il y a des plans de chasse, même dans les parcs naturels, s'il y a trop de chamois, on en tue, s'ils sont malades, on les nourrit. Et la même chose dans les grands parcs naturels africains, ou le panda chinois, etc. Donc, si on prend les poissons, à la fois c'est du paléolithique, la pêche, mais c'est d'une pêche industrielle. Et une partie des poissons maintenant sont des poissons d'élevage, la dorade, le loup, etc., etc. Et des animaux ont été domestiqués plusieurs fois. On a essayé de domestiquer l'élan, par exemple, jadis pour le trait. Vous avez des fresques égyptiennes qui montrent des étables avec des antilopes, des gazelles où on est en train de les traire. Et puis l'élan a été redomestiqué récemment, mais uniquement pour faire du pâté d'élan, comme le bison ou comme le sanglier ou l'autruche ou le kangourou dans des fermes qui sont purement de production alimentaire. Donc en fait, c'est effectivement beaucoup plus cette coexistence avec les espèces animales et végétales. Pour les végétaux, exemple africain où agriculture itinérante, quand on s'installait quelque part, on éliminait tous les autres arbres, sauf le palmier à huile. Et puis, comme ça, au fil des générations, eh bien, on a des plantations entières, des forêts entières de palmiers à huile utilisées pour l'huile, mais dont aucun arbre n'a jamais été planté. Et il est probable que ce qui s'est passé, qu'on a une forme de sylviculture comme ça au Japon, puisqu'on a une variété génétique très faible des
des marronniers et des chênes à glands qui sont exploités. Donc ça veut dire qu'on a progressivement éliminé, gardé, etc., sans qu'il y ait probablement eu jamais de plantation intentionnelle, mais uniquement en favorisant certaines croissances. Autre question. Oui. Bonjour. Vous avez parlé de, quelque part, la montée et la défaite de certaines puissances, structures politiques et sociales en fonction de climat, de la façon dont on appréhende l'environnement. Et vous en avez tiré, j'imagine, en tant qu'archéologue et en tant qu'ethnologue, des critères communs. Donc, et à partir de ça, est-ce que vous pouvez vous-même tirer un trait sur l'avenir, sur ce que notre société à nous va devenir, et surtout, qu'est-ce que, à votre avis, les archéologues, dans 300 ans, 3000 ans, 10 000 ans, retiendront de notre propre société actuelle, société chrétienne, actuelle, voilà. Comme on disait à l'instant, l'histoire humaine, elle a au moins 8 millions d'années. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, sauf que la seule différence fondamentale, c'est que maintenant, on s'est auto-domestiqué. Donc il y a eu une intervention de l'espèce humaine sur elle-même. Et même si on met toutes sortes de règles et de contrôles sur les manipulations génétiques, on peut quand même pas éliminer la possibilité de manipulation qui fabrique comme ça des super policiers, des super soldats qui ne seraient bons qu'à tuer, ou etc. Ça paraît pour l'instant rigolo, mais quand on voit les progrès techniques qui ont été faits en quelques millénaires, il n'y a rien qui nous empêche de le penser. Alors des civilisations qui s'effondrent, il y en a tout le temps eu. Ça, une civilisation, une culture, ça dure quelques siècles, et puis après, ça s'effondre, ça change, ça évolue, et c'est complètement normal. Il fallait d'une singulière naïveté, comme certains idéologues américains, comme Francis Fukuyama, qui avait dit, après la chute du mur, maintenant, c'est la fin de l'histoire. Un grand F et un grand H, puisqu'il n'y a plus que démocratie et économie de marché partout dans le monde entier, donc l'histoire s'arrête. Il ne va plus jamais rien se passer. Donc il a été très surpris qu'il se passe encore quelque chose après le 9 novembre 1989. Donc c'est complètement normal. Alors par rapport à notre civilisation, là effectivement c'est plus difficile de prédire l'avenir que le passé. Souvent, justement, des gens comme Jared Diamond se sont fondés sur l'histoire de l'île de Pâques ou des Mayas, interprétés comme suicide écologique, même si c'est discuté à chaque fois comme toute chose. Donc là, vous avez actuellement plusieurs scénarios possibles. Effectivement, une surexploitation de l'humanité globalisée, avec un effondrement, une absence de ressources, des tensions, ceci avivant des tensions politiques et sociales, etc., comme on peut le constater aussi bien archéologiquement qu'historiquement, ou au contraire une adaptation, je veux dire des catastrophes avec la grande peste du Moyen-Âge, ça a tué un tiers de la population européenne, hein, alors que le sida ou la vache folle à côté, c'est rien du tout. Donc Alain montrait bien comment l'homme parti d'un coin d'Afrique s'est adapté à des climats absolument déments, parce qu'il faut vraiment vouloir le faire, de vivre comme les Inuits. C'était pas prévu pour ça à l'origine. De même qu'on a tous mal au dos à cause de l'informatique, étant donné qu'on était prévu à l'origine pour trottiner dans la savane et pas pour rester assis sans bouger toute la journée. Donc voilà, je passe la parole à Alain pour prédire à son tour l'avenir, mais disons que plusieurs scénarios sont possibles. Après, c'est une question de choix. Je fais partie des gens optimistes et je constate que l'humanité en est toujours tirée, qu'on trouvera peut-être d'autres ressources, qu'il y aura peut-être effectivement des centaines de millions de morts, pour une raison ou pour une autre, que le Bangladesh va disparaître probablement. J'habite à Arles, donc la Camargue est en train de disparaître, mais je ne veux pas dire que ces changements n'existent pas, mais symétriquement, quand on craint le chaud, le réchauffement, comme je vous l'ai dit,
aujourd'hui, un interglaciaire, dans l'enregistrement qu'on a, ça dure à peu près 15 000 ans. Donc on a encore 3-4 000 ans à avoir chaud. Et après, il y aura 2 km de glace au-dessus de Grenoble. Je suis d'accord avec ce que Jean-Paul dit sur l'interglaciaire. Plus bas. Mais alors, pour revenir à la question, est-ce que nous pouvons tirer un trait pour dire un petit peu ce qui va se passer après? Ma réponse va être tout à fait nette. Non. Là, ça me semble absolument certain. Pourquoi? Parce que nos sciences, les sciences sociales, que ce soit l'ethnologie, que ce soit l'histoire, que ce soit l'archéologie, que ce soit les orientalismes, nous ne sommes pas des sciences prédictives. Nous ne trouvons que très peu de choses. Nous ne faisons que débrouiller les choses. Nous ne sommes pas prédictives. Nous sommes dans un état où nous ne savons même pas expliquer les grands tournants majeurs de l'histoire de l'humanité. Pourquoi on a inventé l'agriculture? Jean-Paul en a parlé, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs explications possibles, mais on ne sait pas. Pourquoi au XVIIIe siècle, c'est l'Europe qui a décollé et pas la Chine, alors que la Chine était si bien partie? C'est objet de controverse. Nous ne sommes pas dans un état, dans les sciences sociales, où nous pouvons répondre à des questions, à des grandes questions sur l'évolution des choses. On ne peut pas. On repère des problèmes, bon, on avance, mais nous ne sommes pas une science prédictive. D'ailleurs, il faut vous illusionner beaucoup en pensant que les sciences physiques sont des sciences prédictives pour tout. Moi, personnellement, j'ai une formation scientifique et je me souviens très bien que mon professeur, il disait, bon, vous savez faire le calcul pour un écoulement laminaire, mais le ruisseau, dans le caniveau, un écoulement non laminaire, on ne sait même pas le mettre en équation. Donc, on ne sait faire des prédictions que pour des systèmes excessivement abstraits et simples. Mais quand vous posez des questions très compliquées sur l'avenir de l'humanité, c'est comme quand vous posez des questions sur l'avenir de l'univers. On ne sait pas répondre. Et je pense qu'on n'est pas prêt de savoir répondre. Voilà, donc je suis désolé de vous donner une réponse aussi pessimiste, mais c'est vrai que l'homme, quand même, bon, avec les Esquimaux polaires, s'est adapté à des choses incroyablement bizarres. Et après 15 000 ans de chaud, à mon avis, on sera à nouveau dans le périglaciaire. Oui, il y a les avis divergent en général en fonction des mouvements d'idées, parce que ceux d'entre vous qui vous intéressez à la science-fiction, vous avez sans doute lu Fondation de Asimov. Et les premiers volumes écrits dans les années 60, c'était la psychohistoire. Donc c'était une période où la mathématisation des sciences en général et des sciences humaines et sociales en particulier faisait l'objet d'une grande espérance. Donc les premiers tomes sont complètement, on va prédire l'avenir et la psychohistoire, etc. Et les tout derniers tomes de Fondation, écrits 20 ans après, sont complètement New Age et complètement ailleurs. Alors pour la Chine, effectivement, si on regarde cette fois le passé, la domination européenne du monde, elle aura duré 4 ou 5 siècles, voilà, c'est-à-dire rien, en gros. Et puis ensuite, ça se déplace. Ce qui est différent, effectivement, c'est que c'est globalisé maintenant, mais c'est une globalisation qui est rapide. Mais en fait, il y a toujours eu des globalisations lentes ou froides, hein, parce que le développement de l'humanité sur la conquête, si on peut dire, de la planète par l'humanité, ça s'est fait en plusieurs dizaines de millions d'années, de milliers d'années, mais c'était quand même un phénomène global. Hein. Et le néolithique, même si ce n'est pas toujours connecté, vous savez que maintenant on parle beaucoup d'histoire globale ou de world history, c'est un phénomène global. Il est parti certes de points différents, mais globalement, comme vous avez pu le voir, c'est un phénomène général. Oui, c'est fantastique d'ailleurs que ça soit. Il y a une espèce de synchronie entre l'invention de l'agriculture partout dans le monde. C'est le premier phénomène global. Mais on ne sait pas l'expliquer d'ailleurs. Encore une ou deux questions si vous le souhaitez, puis on va faire une pause. Qu'est-ce qui souhaite? Oui. Bonjour. Je voulais vous demander, vous avez parlé de l'apparition de sociétés hiérarchisées. Vous demandez en fait ce qui a provoqué la naissance d'une hiérarchie. Est-ce que c'est seulement l'agriculture
ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Et ensuite, également, quand est-ce que vous considérez que la société est passée d'un simple amassement d'individus à quelque chose d'organisé, un tout organisé? Et voilà, quand est-ce que effectue cette rupture-là? Le plus ou moins grande hiérarchie sociale, en général, on l'observe dans le matériel funéraire. Hein. Et évidemment, il y a toujours des exceptions. Le roi d'Arabie Saoudite ou le pape, les chrétiens, il est enterré sans rien du tout. Donc, si on le retrouvait dans 10 000 ans, on ne verrait pas que c'était un personnage puissant. Mais en gros, on le voit apparaître de cette manière-là. Alors, pourquoi ça apparaît? Il faut qu'il y ait effectivement de la richesse à accumuler. Si vous n'avez rien à accumuler, c'est difficile, mais ça peut apparaître effectivement chez les chasseurs-cueilleurs, parce que chez les Indiens de la côte nord-ouest, vous avez des phénomènes de hiérarchisation sociale forte, et voire d'esclavage, si je me souviens bien, à partir du moment où vous avez la possibilité d'accumuler quelque chose. Donc ça, c'est le volet technique et économique. Donc on peut l'expliquer. Ensuite, il y a l'aspect psychologique et social. Pourquoi il y a de la hiérarchie? Pourquoi on ne continue pas d'une certaine manière à redistribuer les richesses comme on le fait pour le gibier? Et là, il y a deux pendants qui ne sont pas non plus complètement expliqués. D'une part, c'est que c'est la volonté de puissance. Pourquoi certains individus veulent dominer les autres? Alors, est-ce qu'on peut juste dire, oh, bah voilà, c'est dans la nature humaine, comme les mâles dominants? Mais j'essayais de vous dire que les mâles dominants, c'était pas si simple. Et puis l'autre volant, c'est ce qu'on appelle la servitude volontaire, qui, d'après un texte d'un intellectuel français du XVIe siècle, hein, Étienne de la Boétie, et qui a donné le titre d'un livre récent d'Alain Testard là-dessus, justement, comment est-ce qu'on peut expliquer que les gens acceptent effectivement de se laisser dominer. Et si vous regardez la télévision, vous savez qu'il y a eu 2 ans, il y a eu un débat autour d'une émission télévisée qui reprenait une expérience de sociologie du psychosociologue américain Milgram des années 60, où on va donner l'ordre à des cobayes d'appuyer sur une manette pour envoyer du courant électrique à quelqu'un s'il fait les mauvaises réponses. En fait, il n'y a pas de courant électrique et la personne est un acteur, mais Milgram a observé que 60% des gens, si on leur dit vous punissez, s'il fait une mauvaise réponse, vous augmentez la dose, vous pouvez aller jusqu'à la dose létale de 400 volts. Et là, dans l'expérience télévisée, qui évidemment a été très contestée, on arrive à 80% de gens qui acceptent d'envoyer la dose de 400 ou 450 volts. Donc c'est cette idée de pourquoi est-ce qu'on se soumet. Alors évidemment, quand on est petit, on passe son temps à être confronté à des interdits ou à des récompenses, mais pourquoi est-ce que ça dure ensuite? Et ça, c'est pas totalement expliqué non plus. Si on est optimiste, on se dira que après tout, dans l'expérience de Milgram ou dans l'expérience de la télé française, il y a entre 20 et 40% des gens qui se sont révoltés. Donc ça, c'est le côté optimiste du constat. Mais c'était effectivement une grande énigme. Pourquoi est-ce qu'on accepte, quels que soient les régimes, une telle différence sociale qui est souvent assez peu argumentée en réalité? Je pense qu'il faut partir de données sociologiques concrètes. Le cas de l'Australie, les Australiens sont décrits par l'anthropologie américaine, à laquelle je m'oppose en général, comme des sociétés égalitaires. Société égalitaire, il y a un homme, il a 2 haches, l'autre, il en a une, mais en gros, ils sont tous pareils. Bon. Mais il y en a un, il a 13 femmes. C'est dans une société égalitaire, avoir un taux de polygamie aussi énorme, il a 13 femmes. L'autre, à côté, il n'a rien. Alors, il faut faire des distinctions. C'est égalitaire au sens économique. Il n'y a pas des riches et des pauvres dans ces sociétés. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui restent nomades, il n'y a pas de riches et de pauvres parce qu'il n'y a pas de richesse matérielle. Mais les gens ont des inégalités d'un autre ordre
qui sont très différentes. Parce que pourquoi il y en a un qui a 13 femmes? Alors en plus d'avoir 13 femmes, c'est pas comme la polygynie que vous connaissez. C'est-à-dire, il ne faut pas les entretenir, les femmes. C'est les femmes qui travaillent pour les hommes. Bon. Et plus vous avez de femmes, plus vous avez de cueillettes, et plus vous avez de produits, et plus vous avez d'influence de la société. Bon. Et pourquoi il a ces femmes-là? Parce qu'elles ont été promises avant par son père, etc., etc. On a tout un jeu de stratégie matrimoniale excessivement compliqué qui fait que certains hommes accumulent les femmes. On a dit les aborigènes australiens, ils n'accumulent pas la richesse matérielle, ils accumulent les femmes. Ce qui supposait au moins que les femmes n'étaient pas une richesse matérielle, ce qui est vrai. Mais c'est un travail sur les relations sociales. Ayant des femmes, vous pouvez avoir des gendres. Or, les gendres donnent du gibier à leur beau-père. Donc, si vous avez 13 femmes et vous n'en avez que 2, c'est pas du tout la même chose. Donc, on a des sociétés qui sont... En fait, pour moi, c'est complètement faux de dire que ces sociétés sont égalitaires. Elles ne sont pas du tout égalitaires. Il n'y a pas de riches et de pauvres. Il n'y a pas de différenciation sociale selon la richesse. Mais elles ne sont pas égalitaires pour autant. Ce qui naît avec le stockage et l'agriculture, c'est que vous avez des choses matérielles. Donc là, ces inégalités qui étaient déjà là avant, elles vont prendre un aspect économique qu'elles n'avaient pas avant. Alors, par exemple, l'inégalité typique de la côte nord-ouest que je vous ai montré, où là, on a des choses, on a des accumulations, on a d'abord des stocks de nourriture, mais on a aussi des belles choses. C'est même pas la propriété. C'est que quelqu'un est important parce que tous ceux qui n'ont rien, ils vont aller auprès de lui et il lui donnera des choses. C'est-à-dire qu'il va entretenir autour de lui une clientèle. Et c'est, encore une fois, c'est les relations, ce sont des relations sociales, mais qui jouent plus ou moins sur la richesse. Oui, ce qu'Alain vient de dire est important parce que je pense qu'une des clés pour comprendre l'énigme de la domination, c'est probablement la question de la domination masculine. C'est-à-dire que les hommes ont, dans des quantités variables, en général, oppriment les femmes dans toutes les sociétés humaines qui sont connues, là encore, dans des degrés variables. Et il n'y a pas d'explication simple à cette domination, parce qu'on peut dire, oui, les hommes sont plus forts et les femmes plus faibles, mais en même temps elles sont plus résistantes. Et aussi on constate en ethnologie, en histoire, que les hommes monopolisent les instruments les plus sophistiqués et que les femmes vont avoir des tâches à faire beaucoup plus pénibles avec des instruments beaucoup plus sommaires, alors que si elles avaient des instruments sophistiqués, ça compenserait cette légère différence physique. Alain Testart a écrit un livre très important d'ailleurs, notamment sur la chasse, montrant comment les femmes étaient exclues de tout ce qui est chasse avec un instrument perçant qui fait couler le sang. Donc je crois que la question de la domination et du pouvoir, elle s'enracine aussi dans cette question de la domination masculine.